Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Les circonstances nous permettent de nous revoir ce soir et donc nous sommes heureux dans le cadre de l'exercice permanent de redevabilité que nous faisons de vous retrouver dans le cadre de ces briefings. Ce soir, comme vous l'avez compris, nous aurions dû l'avoir hier, ces briefings, mais nous l'avons aujourd'hui parce que nous sortons d'une grande réunion à l'hôtel du gouvernement, où, depuis la journée, nous avons eu des discussions approfondies avec les opérateurs du secteur pétrolier, mais aussi du secteur alimentaire, parce que, comme vous le savez tous, la guerre en Ukraine impacte tous les pays du monde. Et la situation que nous avons observée ces derniers jours en République démocratique du Congo en est une des conséquences, et ce n'est que les débuts, parce qu'on n'a pas encore fini d'imaginer l'ampleur ou les conséquences de cette crise qui paralyse aujourd'hui les transactions au niveau mondial, parce que vous savez que la Russie, c'est un pays parmi les premiers producteurs de pétrole. Aujourd'hui, aucun pays européen occidental ne peut commercer, ils ne peuvent pas utiliser l'euro, le dollar. Ça veut dire que nous aussi, nous avons des problèmes en termes d'accès à ces ressources. Mais l'exercice de ce soir, c'est de permettre, vous avez vu à ma gauche le ministre des Hydrocarbures, de vous brosser plus ou moins la situation à l'heure actuelle, les mesures envisagées ainsi que les perspectives de sortie. À droite, nous avons notre ministre des Finances qui va vous dire un peu tout ce que cela représente, parce que beaucoup ne le savent peut-être pas, mais le carburant est un des secteurs parmi les plus subventionnés par le gouvernement de la République démocratique du Congo. À chaque litre que vous achetez, le gouvernement prend 40% de la charge. Le ministre des Finances aura l'occasion de l'expliquer pour nous permettre de bien comprendre la stratégie du gouvernement pour contenir justement les conséquences de cette guerre en Ukraine et protéger évidemment le pouvoir d'achat des Congolais. C'est cela l'objectif. Évidemment, à la lumière de vos questions, nous pourrons davantage apporter des explications pour que ceux qui nous suivent à la maison soient édifiés. On ne finira pas toutes les questions aujourd'hui par rapport à l'ampleur du sujet, mais ce n'est qu'un début parce que nous avions parlé de redevabilité. Nous reviendrons chaque fois que l'occasion l'exigera avec nos collègues pour expliquer dans l'objectif que vous puissiez nous aider à lutter contre les spéculateurs qui peuvent profiter de cette situation pour créer une situation de surchauffe et de tension au sein de la communauté. Je voudrais donc accueillir mes collègues du gouvernement. Bonsoir, Monsieur le ministre des Hydrocarbures. C'est la première fois que nous vous accueillons ce soir. Bonsoir, Monsieur le ministre des Finances. Ils seront donc à votre disposition pour répondre aux questions. Je voudrais donc passer la parole au ministre des Hydrocarbures qui va plus ou moins nous dresser la situation à l'heure actuelle. Ensuite, le ministre des Finances parlera des conséquences financières. Ensuite, nous vous redonnerons la parole pour les questions d'éclaircissement et on pourra prendre une ou deux questions d'actualité spécialement. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Excellence. En fait, la première des choses, c'est que nous tous, nous avons vu ce qui s'est passé le week-end passé, donc le dimanche passé. Déjà, je peux vous garantir qu'on n'était pas en rupture de stock, mais il y avait un problème du point de vue logistique. En fait, c'est CEP qui prend les produits en consignation chez lui, les produits pratiquement de tous les pétroliers, les sociétés commerciales, et c'est CEP qui a desservi au niveau des stations. Le souci qu'on a eu ce dimanche, c'est qu'au moment où les camions devaient sortir, il y a quelques camions qui ne sont pas sortis parce qu'il y a des problèmes au niveau logistique, au niveau de CEP. Et il y a eu cette folle rumeur où on disait qu'on était en rupture de stock. Donc les gens ont changé leur habitude. Celui qui prenait 5 ou 10 litres est allé acheter 30 litres, 40 litres, 50 litres. Ça fait qu'au niveau des stations, il n'y avait plus de stock au niveau des stations, mais pas au niveau de CEP. Le temps que les camions, vu que c'était un dimanche, le temps que les camions reprennent le service, ça a dû traîner de dimanche jusqu'à lundi. Ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, sur le plan international, il y a quand même un souci. Et le souci, c'est par rapport au stock et par rapport au carburant. Comme le ministre vient de le dire, le fait que la Russie, qui est un grand producteur du pétrole, est sous sanction, donc le produit russe ne descend plus. Les Européens, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de faire descendre des produits comme d'habitude au niveau quand ça passait par Lomé pour arriver à Kinshasa, le produit s'arrête maintenant au niveau européen. Il y a des bateaux qui arrivent, mais nous sommes aussi obligés d'adapter et de changer notre façon de vivre par rapport à l'achat du carburant, par rapport à l'achat à la pompe. Déjà, l'État congolais, depuis toujours, depuis un bon moment,
le litre coûte 2100 francs congolais, mais si on devait voir par rapport à la réalité des prix sur le marché, le litre devait coûter 3485 francs congolais, donc l'écart est de pratiquement 66%. Donc l'État congolais met 1400 francs congolais à chaque litre acheté à la pompe. Ce qui fait que c'est beaucoup d'argent. Si on doit calculer sur notre consommation qui est à peu près de 60 000 mètres cubes, donc 60 millions de litres, on est à peu près à 42 millions de dollars le mois, si je ne me trompe pas. Donc ce n'est pas peu, c'est énormément et beaucoup d'argent. Donc on a pu résoudre le problème de ce week-end et actuellement, au niveau des stations, on n'a pas de problème. Le seul souci, comme je le dis, nous devons changer maintenant notre façon de vivre. Il ne faut pas que les gens se ramènent avec des bidons pour prendre 1000 litres, 500 litres, non. Ça, on ne va pas accepter ça. Il faut que les gens puissent se servir d'une façon assez modérée, de façon qu'on ne retombe pas dans ce qui s'est passé ce dimanche. Donc en gros, c'est ça la situation. Il y a un bateau qui est arrivé de 25 000 tonnes métriques, qui est au niveau de Mwanda, qui a déjà déchargé. À Mwanda, le produit se trouve à Ango, et je pense que cette nuit, ça sera déjà pompé via des pipelines jusqu'à Kinshasa. Il y a un autre bateau de 17 000 tonnes métriques qui arrive dans les 2 jours. Donc je pense qu'en termes de stock, on n'aura pas de soucis. Mais c'est plutôt en termes, nous devons être prudents par rapport au stock que nous avons, parce que demain, on ne sait pas ce qui va arriver sur le plan international. Donc quand on a du stock, on doit quand même bien le gérer. Donc en gros, je pense que c'est ça, et puis je suis là, on pourra répondre aux questions. Merci. Voilà, merci Monsieur le Ministre pour la concision et la clarté. Vous avez vu sur les côtés, il y a 2 tableaux qui vous permettent d'avoir les prix et la quantité prise en charge par le gouvernement pour vous permettre de comprendre cette question qui était technique. Alors, Monsieur le Ministre des Finances, tout à l'heure, le collègue des hydrocarbures a dit que c'est à peu près 42 millions de dollars le mois au regard des circonstances actuelles. Alors, quelle est la stratégie du gouvernement pour endiguer toutes ces questions? Oui, 42 millions de dollars par mois, ça c'est au prix actuel. Et pour votre information, le prix du baril est passé en quelques mois, depuis le début de l'année, d'environ 80 dollars à 120, 130 dollars. Donc là, c'est en 2022. Mais nous sommes en train de régler d'abord les problèmes de 2021. Nous n'avons pas fini de payer les manques à gagner de 2021. Pourquoi nous payons des manques à gagner? Parce qu'à l'époque, nous avions un système qui était assez automatique. Et lorsque les conditions internationales étaient stables, nous n'avions pas de manque à gagner à payer. Entre 2010 et 2014, le secteur des pétroliers apportait de l'argent à l'État chaque mois, entre 15 et 20 millions de dollars chaque mois. C'était une contribution. Ce poste-là dans nos recettes a disparu parce que nous avons dû sacrifier la fiscalité au fur et à mesure que les prix internationaux augmentaient. Tout ça pour protéger les Congolais d'une hausse des prix du carburant à la pompe et parce que la première conséquence, c'est le prix du transport et le prix de tous les biens qui dépendent de ce transport, de ce carburant, de cette énergie. Donc, à partir de 2014 jusqu'à 2018-2019, on a pratiquement fait disparaître toute la fiscalité liée au pétrole, à la distribution pétrolière, et les choses se sont accélérées depuis cette année et l'année passée. L'année passée, nous avons payé, rien que pour le premier semestre, au courant du premier semestre de l'année passée, nous avons payé pour les 9 mois qui précédaient 125 millions. Pour 9 mois, 125 millions de dollars de manque à gagner. C'est-à-dire la différence entre le prix normal qu'aurait dû avoir le litre à la pompe et le prix réel qu'on applique pour éviter aux Congolais une hausse des prix. 125 millions pour 9 mois. Et pour les 3 mois suivants, les pétroliers nous ont réclamé 117 millions, ou même 120, 122 millions. Nous avons discuté avec eux pour voir comment faire pour réduire ce montant, et on a commencé à payer. On l'a réduit, et on a commencé à payer. On a payé il y a environ une semaine 50 millions, mais le problème, c'est que comme le prix continue à augmenter sur le plan international, ils disent, mais si vous ne nous payez pas les dettes passées, nous ne pourrons pas renouveler nos stocks, parce que nos fournisseurs n'ont plus confiance, étant donné qu'ils voient le prix que vous pratiquez à la station, et ils disent, à ce prix-là, vous ne serez pas en mesure de nous payer. Donc, ils ne veulent pas nous livrer, parce que les fournisseurs font crédit. Et donc, nous sommes obligés de les payer rapidement, les anciennes dettes, pour leur permettre de renouveler le stock. Mais il reste les dettes de cette année, qui sont en train d'abord du deuxième semestre 2021, et puis de 2022. Et ça évolue à un rythme incroyable. Nous pensons qu'avec la tendance actuelle, si on ne fait pas attention, pour 2022,
on sera certainement supérieur à 500 millions de dollars et on pourrait aller jusqu'à 1 milliard de manque à gagner si on veut maintenir le prix à ce niveau-là. Et si nous n'avons pas ce milliard à payer, parce qu'il n'est pas prévu dans le budget, soit on sacrifie d'autres dépenses, soit encore on ne paye pas, et puis l'approvisionnement devient compliqué et il y a des files dans les stations. Voilà l'équation que nous devons résoudre. Et nous sommes en train de chercher des solutions. Ce que nous avons payé jusque-là, 56 millions il y a une semaine environ, et 37 millions hier, ce sont des paiements qui ne sont pas dans le budget. Mais nous le faisons parce que nous voulons préserver la situation, le calme. Mais comme il est clair que nous aurons difficile à maintenir cette capacité à payer pour maintenir le prix bas au-delà de ce que nous avons prévu, nous devons réfléchir sur des solutions. C'est pour ça que nous avons eu des réunions aujourd'hui, intenses, hier et avant-hier, avec mon collègue des hydrocarbures. Aujourd'hui, des réunions présidées par le Premier ministre, avec la FEC, avec la profession pétrolière, pour voir qu'est-ce qu'on fait pour supporter ce choc. Il est important de souligner que ce choc, c'est un choc international. Ce n'est pas une crise interne à la RDC. Nous avons bien géré les choses, mais la situation internationale s'impose à nous, avec une situation de crise, et nous devons gérer la crise. Il faut d'abord que les Congolais le comprennent bien. Et le souci du gouvernement, c'est de faire en sorte que le choc soit le plus atténué possible pour les Congolais, le plus faible impact pour les Congolais, et particulièrement les Congolais les plus faibles. Dans les discussions que nous avons eues aujourd'hui, nous avons trouvé une piste de solution qui va être confirmée vendredi, parce qu'il y aura des décisions à prendre. Avec mon collègue des hydrocarbures et avec la profession, nous réfléchissons pour voir comment maintenir un niveau supportable dans les stations, même s'il y a une augmentation, qu'elle soit supportable. Ça veut dire qu'on va continuer de subventionner, mais de manière supportable. Par contre, dans d'autres secteurs, par exemple le secteur minier qui est un gros consommateur de pétrole, de produits pétroliers, il n'y a pas de raison qu'on fasse des subventions. Alors pour tous ces secteurs liés aux grandes entreprises qui consomment beaucoup de carburant, eh bien, nous n'avons plus de raison de continuer de les subventionner. Voilà la piste que nous avons trouvée. Maintenant, au moment où nous parlons, le ministère de l'économie est en train de faire des simulations pour voir quel est le bon niveau qu'on peut supporter, qu'est-ce qu'on peut payer et quel sera l'impact sur les autres variables de l'économie. Ce travail va continuer demain avec mon collègue des hydrocarbures et moi-même et le secrétaire général de l'économie. Et nous pensons pouvoir apporter au Conseil des ministres vendredi des éléments de décision précis où on aura une annonce sur le nouveau prix à la pompe qui va très probablement bouger, mais nous espérons qu'il varie le moins possible pour que l'impact ne soit pas trop fort, et le nouveau prix pour les autres secteurs, les autres catégories, c'est-à-dire les entreprises et notamment le secteur minier. C'est la meilleure façon de gérer la situation et de minimiser l'impact. Parce que le souci du chef de l'État, le souci du chef du gouvernement, c'est de protéger le mieux possible les Congolais, notamment les Congolais les plus fragiles ou les plus pauvres. Voilà pourquoi nous avons choisi de protéger les stations, disons le service aux stations à travers une augmentation modérée et faire en sorte que l'impact sur les prix du transport soit le plus faible. Mais nous ne pourrons pas éviter un impact sur les prix parce que nous avons une économie qui est très extravertie. Pas seulement le pétrole, il y a le blé pour le pain, il y a le riz. Les principaux produits de consommation, malheureusement, nous importons beaucoup. Même dans des secteurs où nous pouvons produire nous-mêmes. Et donc, nous allons subir ce choc en termes d'inflation importée qui vient de l'étranger, mais ce que nous faisons, c'est faire en sorte que ça soit la plus faible possible. Et ensuite, nous avons discuté aujourd'hui avec le Premier ministre sur les mesures qu'il faut prendre pour relancer la production dans ces différents secteurs. Parce qu'il est clair qu'une situation de crise, c'est une interpellation, c'est une occasion pour faire différemment. Et nous avons un potentiel sur le poisson, sur le poulet, sur le riz. Nous sommes en train de voir comment nous secouer pour prendre conscience que plus que jamais, nous sommes dos au mur. Nous devons relancer la production pour les produits pour lesquels nous avons un avantage ou une capacité de production locale. Voilà en gros la situation. Et maintenant, donc on attend les annonces qui viendront bientôt. Mais ce qui est clair, c'est que si le prix à la pompe devait être
le vrai prix, c'est-à-dire le prix reflété par les charges, il serait de 1485 aujourd'hui. Et il pourrait continuer d'augmenter chaque semaine ou chaque mois. Mais aujourd'hui, il est à 2095. L'effort qui sera fait, c'est pour qu'il ne s'éloigne pas trop de 2095 pour éviter trop de surchauffe par rapport au prix. Voilà, c'était les mots introductifs du ministre des Hydrocarbures et des Finances. Je vous relance, donc je vous redonne la parole pour des questions que je souhaite brèves, claires et précises pour nous permettre de faire une économie de temps et évidemment de répondre à plusieurs questions. Qui prend la parole en premier? Élisée Odia, quand vous êtes à côté du micro. Merci, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur les ministres également qui vous accompagnent ce soir. Je vais en profiter. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veut poser de questions. Je vais en poser 3. Rapidement, des petites questions. Alors, par rapport, le ministre Nicolas Kazadi vient de dire on est en train d'étudier comment on doit relancer la production de certains produits. On nous avait dit ça quand il s'est agi de la problématique de la Covid. On nous avait dit en mettant en place, on examinait de voies et moyens pour relancer la production. Maintenant qu'il y a ce choc au niveau international, on nous rebalance un peu, j'allais dire, ce refrain. À quand est-ce que ça sera la phase pratique pour qu'on ne puisse pas à chaque crise toujours avoir droit à ce discours qu'on est en train de voir comment on peut relancer certaines productions. Au ministre des Hydrocarbures, je veux dire actuellement, est-ce que le ministre peut nous dire est-ce que la RDC dispose du stock suffisant pour faire face à ce contexte international au cas où ça perdurait? Et le stock de la RDC est à peu près de combien de jours actuellement? C'est entre combien de jours, je voulais dire. Et la dernière question, c'est au ministre porte-parole du gouvernement. C'est une question d'actualité. Hier, nous avons assisté, et moi personnellement, à la conférence de presse du collectif Free François Beya. Et lors de cette conférence de presse, on nous a affirmé que le problème dans cette affaire, c'était un problème de conflit minier entre un conseiller du président de la République et l'ancien président de la CENI. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Vous ne pouvez pas le rater. On va commencer par le ministre de Finances et puis on prendra la question. Très rapidement. Je sens dans la question d'Élisée Odia ce Congo pessimisme en disant oui, on nous a dit ça pendant Covid, on nous redit la même chose, comment on va relancer la production? Moi j'ai envie de vous demander, mais vous-même vous avez fait quoi pour relancer la production? Vous allez me dire non, moi je suis journaliste, je ne suis pas là pour produire. Eh bien c'est ça le problème du Congo. L'État n'est pas là non plus pour produire, il est là pour créer le cadre. Et il a créé le cadre, il a donné des facilités à l'importation, etc. Mais il faut qu'il y ait des Congolais qui s'y mettent, qui commencent à produire. Il n'y en a pas assez. Et c'est une responsabilité partagée entre ce que le gouvernement peut faire ou vouloir faire et ce que le Congo fait. L'économie, elle est dans les mains des Congolais. Elle n'est pas dans les mains du gouvernement. Le gouvernement est régulateur. Le gouvernement est là pour inciter, pour réguler. Malheureusement, il n'y a pas assez de Congolais qui se lancent. Souvent, les gens attendent. Il est vrai qu'à l'arrière-pays, il y a des gens qui produisent et parfois, ils ont du mal à évacuer leur production. Là, oui, on peut parler de responsabilité de l'État pour faciliter, pour travailler sur les voies de desserte agricole. Et le travail est fait. Comme vous le savez, il y a un programme en cours qui est en train de se faire. Mais d'une manière générale, nous n'avons pas assez d'entrepreneurs congolais qui vont au-devant de ces difficultés pour rencontrer l'offre. Raison pour laquelle, souvent, on dépend d'importations qui sont aujourd'hui dominées par des opérateurs qui ne sont pas congolais. Donc, quelque part, c'est aussi le temps de nous interpeller nous-mêmes, chacun, plutôt que d'interpeller seulement le gouvernement sur ce que nous faisons pour nous organiser. Il y a des pays comme la Thaïlande. On peut prendre le poisson en Thaïlande, le poisson-chat notamment. En Thaïlande, il y a très peu de très grandes unités de production. C'est des petites familiales derrière la maison, etc., qui ensemble font de la Thaïlande l'un des 2 ou 3 premiers producteurs de poissons-chat au monde. Ça veut dire que chacun a ce réflexe de produire. Et peut-être que ça manque un peu ici, et c'est un changement de culture et d'approche, et il faut que vous contribuiez à cela, plutôt que d'entretenir le Congo pessimisme. Voilà. Monsieur le ministre des Hydrocarbures. D'accord, merci pour la question. En fait, avec le bateau qui est arrivé de 25 000 tonnes métriques et puis sur l'autre qui va arriver,
Et avec toutes les commandes passées, je pense qu'on est bon pour tenir plus ou moins pour 3 mois si on change nos habitudes. Si on arrête d'aller peut-être prendre 100 litres du coup, si chacun peut se servir par véhicule 20-25 litres par jour, je pense qu'on pourra y arriver. Mais entre-temps, on ne va pas s'arrêter à ça parce qu'après, il y aura encore d'autres commandes, il y aura d'autres cargaisons qui vont venir. Donc on est en train de travailler pour qu'il n'y ait pas manque de stock. Jusque-là, je pense qu'on est dans le bon. Mais comme je le dis encore, il faudra vraiment qu'on puisse changer nos habitudes. Il ne faudra pas que les gens viennent remplir leur véhicule en ayant peur qu'il y ait rupture de stock. Non, il ne faudra pas parce qu'on va essayer, on est en train de veiller pour qu'il n'y ait pas rupture de stock. Voilà. C'est cela l'importance de travailler justement avec les médias parce que vous pouvez nous aider à passer les messages. C'est du fait de la spéculation que les gens pensent que demain il n'y aura pas de carburant. Je vais acheter 60 litres du coup et ça crée une surchauffe sur les stations. Donc il faut qu'on s'habitue à acheter 10-15 litres. Ça nous permettra de faire une économie et d'accompagner justement le gouvernement dans la gestion de cette crise. À votre question d'actualité, j'y répondrai à la fin pour ne pas perdre le fil du débat. Prochaine question. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Dieu merci, Lusako Mouno pour Top Congo. En fait, ma question pose sur un petit contraste, parce que Elisoli a parlé également de la question de la production locale. La RDC figure parmi les 6 premiers producteurs du pétrole brut en Afrique. Mais il s'est fait que nous importons pratiquement 90% du pétrole, des dérivés de pétrole que nous consommons au niveau local. Quelle est la politique du gouvernement pour qu'à moyen ou à long terme, nous puissions être en mesure de transformer localement et que ce pétrole puisse répondre même à 20 ou 30% des besoins locaux? Les hydrocarbures. Ça, c'est simple en fait. La RDC produit du pétrole, mais bon, pas 6e, ça je ne pense pas. Oui. Bon, on produit du pétrole, on est à près de 24 000 barils par jour parce qu'il y a Perenco qui a la production actuellement. Mais entre-temps, je peux donner plusieurs exemples. En face au Congo-Brazzaville, ils ont un grand potentiel, ils produisent plus que nous, mais le carburant qui est consommé à Brazzaville transite par la RDC. Donc si nous, on ferme ici, au Congo-Brazzaville, ils n'ont pas de carburant. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous sommes, au niveau du ministère, on est en train de préparer des appels d'offres qui auront lieu très, très bientôt. Et avec ça, on pourra produire. Et avec ça, on pourra peut-être mettre des raffineries et pouvoir transformer sur place. À l'état actuel, la quantité qu'on a, avoir une raffinerie, en fait, ça va ne servir à rien du tout. Vous allez voir que Saucir, au départ, devait être un raffineur, mais à la fin, il a changé, il est devenu logisticien parce qu'on n'a pas assez de produits pour pouvoir raffiner. Donc avec des appels d'offres qu'on est en train de préparer, qui passera aussi sûrement au Conseil des ministres de vendredi, on pourra devenir producteur du pétrole, et là, grand producteur du pétrole, parce qu'on va mettre 16 blocs pour les appels d'offres, 16 blocs pétroliers et 3 gaziers, et avec ça, je pense que le potentiel sera énorme, et on pourra, voilà. Voilà, merci. Rachel Kitita, on prendra 2 questions à Lingala spécialement tout à l'heure. Rachel Kitita, puis Eric Izami. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la parole. Ma question, mes 2 petites questions s'adressent au ministre des Hydrocarbures. Vous demandez aux Congolais d'échanger des habitudes. Ce qui veut dire que dans les stations, puisque cette émission sera suivie, je l'espère bien, les Congolais attendent des réponses à ces questions. Ce qui veut dire que vous donnez implicitement une interdiction au personnel des services, des stations-service, de vendre du carburant à tout celui qui s'amènera avec des bidons, par exemple, parce que c'est ça qui va être appliqué peut-être à partir de ce soir, puisque le ministre dit qu'il faut changer des habitudes. Et donc, on vous tiendra pour responsable, que c'est le ministre qui a décidé qu'on ne puisse pas vendre du carburant à tout celui qui s'amènera avec un bidon à la station-service. J'aimerais que vous puissiez un peu expliciter sur cette proposition que vous faites. Puis, on va tenir peut-être 3 mois. On ne voudrait pas être pessimiste, mais et si, après 3 mois, la situation n'évolue pas, on fait quoi? Parce que gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce que vous prévoyez après ces 3 mois? Si le stock est terminé et que la situation en Ukraine n'est toujours pas revenue à la normale. Monsieur le ministre. La première des choses, c'est qu'on n'interdit pas qu'on puisse acheter avec des bidons. Parce que quand quelqu'un a un groupe électrogène chez lui,
il peut aller avec un bidon pour pouvoir s'approvisionner. C'est qu'on interdit. Dernièrement, la brigade qu'on a mis en place au sein du ministère des hydrocarbures, on a intercepté 250 fûts de plus ou moins 250 litres par fût ou 150 litres par fût. On a intercepté 250 fûts au niveau de Kingabo. C'est ça qu'on ne veut pas. C'est ça qui n'est pas permis. Mais pour le reste, quand quelqu'un achète 20, 25 litres, 30 litres, même jusqu'à 50 litres pour sa consommation personnelle, pourquoi on va interdire ça? On n'a pas interdit. Ce sont les grosses quantités que les gens se sont permis de prendre que là, on ne veut pas. Pour le moment, ce n'est pas possible. Ça, c'est la première des choses. Et par rapport, quand on a parlé de 3 mois, c'est en fonction de ce qu'on a déjà. Mais pas en fonction de ce qu'on va commander. Parce qu'on va continuer à passer des commandes. Le ministre des Finances vient de vous dire qu'il vient de payer. On est pratiquement à 90 millions de dollars, parce qu'il y a eu 56 millions et il y a 37 millions. Donc on a plus de 90 millions de dollars qui ont été payés aux pétroliers. Donc il va leur permettre de continuer à passer des commandes. Donc après ces 3 mois, il y aura encore des cargaisons qui vont venir. Et même malgré qu'il y a ces 2 bateaux, d'ici là, peut-être d'ici 2-3 semaines, il y aura encore des bateaux qui vont venir. Parce que de toute façon, dans ces secteurs, c'est d'abord le stockage. Parce que si vous avez aussi trop de bateaux, vous le gardez où? Ce carburant, vous allez le garder où? Comment vous allez le conserver? Donc ça va venir au fur et à mesure. Et nous sommes en train de veiller pour pas qu'on arrive, peut-être d'ici 2-3 mois, qu'on ait un stock zéro. On est en train de veiller et on travaille en collaboration avec les pétroliers pour pouvoir éviter cette histoire, cette catastrophe. Je crois que si je peux me permettre un petit commentaire avant que le ministre des Finances ne complète, c'est qu'il faut que nos habitudes changent ou s'adaptent au contexte de la crise. Ça veut dire que le ministre, le moment venu, évidemment, sera formalisé pour éviter de la tracasserie s'il faudra envisager le plafonnement en termes de litres à vendre, par exemple, par individu. Mais ici, nous vous parlons d'une crise qui nous frappe, qui peut avoir des conséquences et qui nous impose, par rapport au contexte qui est le nôtre, de la subvention qui est élevée, des charges supplémentaires que cela génère, que nous puissions observer une certaine attitude pour éviter justement d'avoir une forme de surchauffe pour rien, parce que les gens ont paniqué. Le ministre disait qu'il y avait des stocks, mais les gens paniquaient justement parce qu'il y avait ces flots dans les stations et tout le monde ne voulait pas acheter 5 litres, on voulait acheter 30, 40 litres, faire le plein. Et donc il faut que cela soit bien comprise et dans les jours qui viennent avec mon collègue des hydrocarbures, nous aurons l'occasion de discuter s'il y a des mesures qui doivent être prises pour que nous puissions bien communiquer en français, en lingala, pour être sûr que tout le monde comprend et nous tous on aura contribué à contenir la crise que nous recevons de plein fouet qui vient bien évidemment de l'extérieur. Monsieur le ministre des Finances. Donc je voulais dire, en plus des mesures que nous sommes en train de prendre, qu'on a annoncées et qui seront clarifiées, que vous connaîtrez bientôt vendredi, en plus de ces mesures-là, qui sont déjà une bonne solution, une solution durable. En plus de cela, il y a une autre catégorie de mesures que nous sommes en train de mettre en place avec mon collègue des hydrocarbures. Nous voulons sécuriser aussi la filière étatique à travers la Sonahydrauc, lui donner la capacité d'être aussi un acteur capable d'importer et à travers l'action de Sonahydrauc avoir un moyen de réguler à la fois sur l'approvisionnement et même sur le prix. Voilà, on va prendre 3 questions en français et on prendra les 2 questions à lingala à la fin quand on aura fini de répondre. Eric Izami, Jean-Ri Koumande et Oscar Mbal. Question claire, précise, s'il vous plaît, pour qu'on fasse une économie du temps. J'ai mis le discours de tout à l'heure tenu par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, mais je suis resté un peu sur ma soif. Vous êtes le gouvernement. Et nous, on a grandi à Kinshasa. Les warriors, ce sont ceux qui nous font rêver dans un film. Vous dites que vous mettez le cadre qu'il faut pour permettre aux uns aux autres de pouvoir venir booster la production. Mais moi, je voudrais avoir une échéance, parce qu'on a vu un certain nombre de membres du gouvernement au niveau des Émirats Arabes Unis. Y a-t-il un projet de ce genre pour nous faire rêver? Parce que nous, on a grandi, on nous a toujours dit qu'on avait le pétrole chez nous en RDC. Faites-nous rêver. Alors, la deuxième préoccupation, c'est en rapport avec ce qui va se dérouler sur le terrain. C'est vrai, vous nous appelez à la solidarité un peu sociale, que de ne pas tout prendre pour soi-même. Mais est-ce qu'on ne va pas voir venir ceux qui sont haut gradés, venir s'imposer? Quelles sont les mesures que vous avez prises pour que dans nos stations, qu'on ne voit pas venir quelqu'un, puisqu'il est général d'armée, puisqu'il est ministre, puisqu'il est député, lui prend tout. Et nous, là, simples journalistes congolais, on vous prive de prendre 15 litres. Voilà.
Jean-Henri Koumandé, allez-y. Je crois que pour ce qui est de la situation aux stations, notre objectif est de normaliser la situation aux stations. Mais en attendant que nous n'arrivions à trouver un nouvel équilibre de normalisation, on vous demande de faire preuve de prudence et donc d'économie. Parce qu'il y a une crise. Ça se fait n'importe où. Quand il y a une pénurie d'eau quelque part, on interdit même parfois aux gens d'arroser leur gazon. Donc, ça c'est une attitude prudente. Mais l'objectif reste de normaliser. Lorsqu'on aura finalisé le cadre qu'on veut mettre avec les deux structures des prix différentes, on va arriver à une situation où lorsqu'on aura mesuré notre capacité de stabiliser le prix à la pompe, capacité de subventionner le prix à la pompe, eh bien, nous aurons une situation normale. Nous aurons une situation normale où vous irez acheter comme d'habitude, comme ça s'est toujours passé. Mais en attendant que tout ça soit finalisé, il y a un peu d'agitation, il y a un peu de spéculation. Nous demandons aux gens de se calmer et de se contenter de prendre raisonnablement parce que fondamentalement, il n'y a pas de raison de paniquer. Et laissez-nous le temps de régler le problème du prix parce que le problème qu'on a, c'est un problème de prix. Maintenant, vous voulez rêver. Plus que rêver, moi je vais vous inviter pas seulement à rêver, à vous réveiller le matin et à travailler et vous allez changer votre vie. Je donne un exemple. Le ministre de l'Industrie tout à l'heure, en réunion avec le Premier ministre et la FEC, nous a expliqué qu'ils sont en train de travailler sur ce qui se fait partout, dans beaucoup d'autres pays. Introduire un peu de manioc dans le pain, dans la panification. Il y a des pays qui sont arrivés à 20%, parfois plus que 20%. On parle même de 50% au Brésil. Farine de blé, 50%, farine de manioc, 50%. Nous, nous sommes encore à 0%. En Afrique de l'Ouest, ils sont à 20%, les meilleurs sont, je crois, autour de 20%, peut-être 30%. Lui, il a fait des études avec la profession en introduisant seulement 5% de manioc dans la farine de blé. Ça fait 5% d'importation de blé en moins. Or, le blé a flambé. Ça permet d'accroître la demande de manioc de 150 000 tonnes. Ça voudrait dire que vous, votre frère, n'importe qui a un petit hectare ici aux alentours de Kinshasa, vous plantez du manioc, vous êtes quasiment certain de pouvoir le vendre à un bon prix. Et c'est ça le changement. 150 000 tonnes. Mais encore faut-il que les Congolais le comprennent et saisissent l'opportunité. C'est tellement plus facile d'importer le blé qui vient d'Ukraine, de payer les agriculteurs d'Ukraine, d'enrichir l'Ukraine, alors que nous avons des solutions que nous laissons passer devant nous. Ça, c'est des solutions qu'on peut avoir à très court terme. Et le ministre de l'Industrie y travaille et j'espère qu'il va communiquer là-dessus dans les prochaines semaines. Voilà, merci. On prend la série, comme ça on fait une économie de temps, comme ça les ministres répondront en une fois. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Finances. Vous avez dit qu'il y aura peut-être une légère majoration du prix de l'essence. Est-ce que cette majoration du prix de l'essence va entraîner aussi la majoration des produits de première nécessité? Ça, c'est la première question. La deuxième question, rapidement. Vous avez parlé vous avez payé 36 millions hier, 37 millions, je m'excuse. Maintenant, je voudrais savoir, parce que vous avez dit que vous retirez la subvention pour les miniers. Quelle est la marge que vous aurez en retirant cette subvention-là? On peut connaître en termes de millions. Bon, voilà, je vais vous dire très clairement. Les trois principaux opérateurs pétroliers, ce qu'on appelle les majors, c'est-à-dire Kobil, Engen et Total, ils représentent à eux seuls plus de 75% du marché, peut-être 80% du marché. Eh bien, eux, ils nous disent que, en tout cas pour Engen et Total, ils disent que 50% de leur marché, c'est des grandes entreprises. Et 50%, c'est le réseau, c'est-à-dire vous et moi, les citoyens. Pour Kobil, ils parlent de 60% pour le réseau et 40% pour les grandes entreprises. Ça voudrait dire qu'on peut économiser déjà sur ces 50%, 50% et 40%, on peut les sortir du problème, de la problématique de manque à gagner. Parce que les entreprises peuvent payer plus que le prix subventionné. Et ce n'est pas normal d'ailleurs que nous subventionnions les entreprises minières, par exemple. Parce que quand on paye de manière indéfinie, ça veut dire qu'on subventionne tout le monde. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas justifié. La subvention est là pour objectif de protéger certaines catégories, les plus faibles, mais pas de protéger tout le monde. Donc, c'est ce que...
avec cette marge, nous allons voir. Maintenant, nous allons voir si on applique cette mesure, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va, c'est quand même beaucoup, qu'est-ce qui va nous rester comme capacité pour subventionner le reste. Et c'est là qu'on va voir quel est le niveau de prix que l'on peut appliquer, mais notre objectif est qu'il soit le plus bas possible. Voilà. Voilà, Oscar Mbal. Légère augmentation des produits de première nécessité. Alors, l'impact, il y aura certainement un impact. Ça, on ne pourra pas y échapper. Mais lorsque on augmente le prix à la pompe, l'impact est immédiat parce que le premier poste, c'est le transport. Et ça, le transport prend 20-30% des revenus de la moyenne des gens ici. Donc, pour éviter cet impact trop fort, on veut protéger le prix à la pompe. Par contre, pour les entreprises, pour les miniers, ça n'aura pratiquement pas d'impact. Pour les autres entreprises, ça aura un petit impact parce qu'ils vont mettre ça dans leurs coûts et ils vont peut-être essayer de répercuter. Mais ça sera beaucoup plus diffus, beaucoup plus indirect, donc beaucoup plus faible. Voilà la stratégie que nous avons mise en place, que nous voulons mettre en œuvre dans les prochains jours. Voilà. Oscar Mbal. Paul, approchez rapidement et Madame Moussangui. Comme ça, on termine les questions en français. Bon, ma question s'adresse aux deux ministres. Chacun va trouver son compte, hein, parce que le ministre des hydrocarbures a parlé des 90 millions de dollars qui sont déboursés chaque mois pour, comme une bouffée d'oxygène, je ne sais pas si c'est chaque mois ou chaque semaine ou comment, pour permettre aux importateurs de ne pas couper la rupture, qu'il n'y ait pas manque de stock de carburant. Alors la question c'est de savoir jusqu'à quand l'État congolais va-t-il continuer à subventionner justement pour réessayer de stabiliser les prix du carburant sur le marché? N'est-ce pas un manque à gagner pour le gouvernement? Dans d'autres pays, parce que nous voulons un budget d'investissement, nous voulons beaucoup d'argent pour développer des projets, mais dans l'entretemps, dans les modiques recettes que vous avez, vous subventionnez tout. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On cherche toujours à suppléer pour qu'on garde les prix à un certain niveau. Jusqu'à quand l'État congolais va-t-il continuer à subventionner? Ne voulez-vous pas prendre une décision courageuse de supprimer carrément la subvention? S'il faut payer les litres à 4 000, on le fait, mais que l'État se retrouve. Au lieu de continuer à souffrir. Oscar, on a noté la question. On va y répondre. On prend la série. Paul Matendo, une question rapidement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Patrick Mouyaya. Je reste sur l'actualité fiscale. Donc, mes questions s'adressent au ministre des Finances. La semaine passée, la Fédération des entreprises du Congo a dénoncé les nouvelles taxes dans le domaine des télécommunications. Selon la FEC, ces taxes vont alourdir la pression fiscale et certainement il y aura une influence négative sur le prix des produits sur le marché. Comment vous réagissez? Ici, l'IGF avait dit haut et fort que les finances publiques se portaient très très bien et qu'il appartenait au ministre des Finances d'en donner des chiffres. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres mobilisés par la patrouille de l'IGF? De 1, de 2, les finances publiques se portent très très bien, mais pourquoi le gouvernement ne paye pas les arriérés des pétroliers? Pourquoi il y a beaucoup de grondes dans plusieurs secteurs? Je m'arrête, monsieur le ministre. Question de RAM. Question de RAM. La taxe RAM. Est-ce qu'on peut poser 2-3 questions? On va vous répondre. On va vous répondre. Permettez aux autres de reposer les questions, s'il vous plaît. Madame Neige Moussangui, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le ministre. 2 questions d'actualité au ministre de la Communication. Récemment, Madame Dominique Mounongo a tenu... Récemment, en fait, les propos de Madame Dominique Mounongo ont soulevé diverses réactions dans l'opinion. Et quelle lecture faites-vous de ce que d'aucuns qualifient d'apologie du tribalisme à travers le média? Et ma deuxième question est celle-ci. Il y a des rumeurs qui courent dans l'opinion faisant état d'une insurrection en vue d'une suite des délogements des militaires au camp Kokolo. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'il en est au juste? Merci beaucoup. Je vais y répondre tout à l'heure. Alors, peut-être le ministre des Finances pourra commencer à répondre aux questions de M. Matendo, qui pourra se faire compléter par le ministre des Hydrocarbures. Et puis, on va prendre les questions à Lingala spécialement avant de clôturer.
Bien, sur les subventions, jusqu'à quand? Mais écoutez, les subventions ont toujours existé, elles ont un but précis et c'est justifié en économie parce que les principes économiques, les principes naturels de l'économie qu'on dit libérale ne règlent pas tout. Par moment, il faut soutenir un secteur, il faut promouvoir un autre, donc les subventions, il y en aura toujours. Ce qui est important, c'est de faire un bon usage des subventions. Et nous disons ici, dans le cas des produits pétroliers, que nous estimons que ce n'est pas justifié de subventionner de manière égale le secteur minier, comme les Congolais qui cherchent à aller au travail le matin, qui ont déjà un salaire qui est relativement modique. On ne peut pas les subventionner de la même manière. Raison pour laquelle nous disons, nous allons protéger les transports, le prix à la pompe, plus que nous ne le ferons pour ce qui est fourni aux entreprises et notamment au secteur minier. Donc il y aura toujours des subventions. Mais il est vrai que nous devons aller vers la vérité des prix parce que c'est une autorégulation. Mais cette vérité des prix implique aussi vérité et justice dans la structure des prix. Nous avons engagé une réforme de cette structure des prix qui a un peu tardé mais qui est en cours avec un audit de toutes les charges pour voir où est-ce qu'on peut faire des économies pour que cette structure elle-même soit juste. À ce moment-là, on peut peut-être dégager aussi des éléments qui vont nous permettre de réduire le prix à la pompe, de réduire le prix automatique qui est calculé actuellement et qui est estimé à 3 495 si on devait appliquer le vrai prix. Sur la taxe RAM, il y a en ce moment une discussion. Hier, le Premier ministre était en discussion avec la profession. Je préfère lui réserver le soin de communiquer là-dessus parce qu'il a eu des discussions approfondies avec le secteur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est normal qu'un secteur ait des revendications, ça se discute et puis on trouve des solutions. Nous aussi, moi en tant que ministre des Finances, j'ai des revendications vis-à-vis du secteur des télécoms par rapport aux questions fiscales, par rapport à des redressements en cours. Nous sommes en discussion, nous sommes entre personnes civilisées, nous allons clarifier les choses et trouver des réponses et des solutions pour le bien de tout le monde. Donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Les finances publiques se portent bien, mais il y a des grognes et on n'en voit pas les effets. Ce n'est pas correct de dire ça. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'arriérés sur salaire, par exemple. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps, des périodes où on avait des arriérés énormes. Même sur le fonctionnement, nous payons beaucoup de fonctionnement, beaucoup plus régulièrement qu'on ne le faisait à l'époque. Aujourd'hui, nous avons repris les dépenses d'investissement et notre grande faiblesse, elle est là. Mais après tout, même si nous pouvons être fiers d'avoir accru les recettes de 65% l'année passée, passant de 3,5 milliards à 6 milliards. C'est bien. On n'a jamais atteint 6 milliards par an dans ces pays de ressources propres. Mais prenez les 2,5 milliards supplémentaires, divisez-les par 80 millions d'habitants. Ça vous donne combien? Ça vous donne 31 $. Ça veut dire que l'effort à faire a été fait, mais la taille de la population est telle que si on devait partager cet argent à tout le monde, on va rester la RDC avec des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut trouver la meilleure façon d'utiliser cet argent pour que ça produise des effets. Donc il ne faut pas sous-estimer les efforts qui sont faits, ils sont historiques, mais en même temps, il faut être vigilant sur comment on utilise cet argent pour que ça produise plus demain. Et nous, notre façon de mieux utiliser cet argent, c'est de renforcer l'investissement. Voilà pourquoi nous disons que sur la politique des pétrolières, les économies qu'on peut faire sur certaines catégories qui seront plus subventionnées, ça va nous aider à faire plus sur les investissements, notamment sur les routes, les dessertes agricoles, pour amener le manioc qui va être transformé en farine, qui va être transformé en pain. Donc il y a toute une logique, il y a tout un plan en formulation et je crois que d'autres collègues plus indiqués, celui de l'agriculture, celui de l'industrie, y reviendront en temps opportun. Il y a sur cette question un petit commentaire. Vous avez suivi récemment qu'il y avait des discussions à Bibois entre le gouvernement et l'association des professeurs des universités. On a trouvé un accord, c'est aller vers l'amélioration. Vous aviez suivi au début de la rentrée scolaire qu'il y avait des soucis avec les enseignants. On a trouvé des solutions. Vous avez suivi avec les médecins, les personnels de santé et tout le reste. À chaque fois, le gouvernement répond présent, non seulement parce que nous dialoguons, mais parce qu'avec les recettes que nous améliorons, nous réglons des problèmes sociaux de nos populations et nous ferons davantage, parce que de toute évidence, les milliards que nous mobilisons actuellement ne ressemblent pas à ce que nous devions mobiliser. Nous avons cette ambition et nous pensons que nous allons y arriver dans les mois qui viennent.
Monsieur le ministre, un petit commentaire? Oui, juste une précision. Je pense que peut-être que l'ami nous avait mal suivi. Quand on a parlé des 93 500 000, c'est 56 millions et 37 500 000 qui ont été payés hier. Ce n'est pas par mois. Non, pas du tout. Ni par semaine. C'est par rapport au premier semestre de 2021, ce qui restait à payer du manque à gagner. C'est ce qui a été payé dernièrement parce qu'on doit essayer de se mettre à jour pour que les pétroliers puissent avoir de quoi pouvoir acheter leurs produits. Donc, c'est que je tenais voilà. Avant de prendre des questions à Lingala, je vais prendre les questions d'actualité rapidement. Madame Élisée Odia, vous avez parlé du dossier du conseiller spécial François Béat. Je suis surpris de voir qu'on parle du contenu du dossier parce que l'instruction ou les enquêtes préliminaires qui ont été menées au niveau de l'Agence nationale de renseignement ont envoyé les éléments au niveau de l'auditorat militaire. Donc, nous tous, on attend à ce que l'auditorat puisse fixer les dossiers pour que nous puissions nous tous être édifiés sur le contenu. Alors, le petit commentaire que je peux faire par rapport à votre question, j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que sont les missions d'un conseil spécial. C'est très réducteur de penser que toute la République, qui a été secouée par la nouvelle de son interpellation, ne le soit que parce qu'il a géré, parmi des milliers de dossiers qui concernent la sécurité du pays, un dossier qui impliquerait un conseiller du président et que le président aurait pris fait et cause pour un conseiller au détriment du conseiller spécial qui se charge de la sécurité et de lui et de tout le pays. C'est très réducteur. Je souhaiterais sur cette question, il y a une première phase qui s'est passée, il y a la phase préjuridictionnelle qui commence et qui aura sûrement la phase suivante. Nous attendons tous d'être édifiés sur les faits qui lui sont reprochés parce que les questions qu'il gérait au quotidien relever de la sûreté d'État, de la sécurité de tous, et c'est des questions qui ne doivent pas être abordées avec une certaine légèreté. À propos de la question de Madame Neige sur Dominique Mounon, c'est extrêmement grave justement que dans un pays comme la République démocratique du Congo, vous savez que nous ici à Kinshasa, les Teke Umbu peuvent décider de nous chasser tous, parce que même le gouverneur de Kinshasa, il n'est pas Teke Umbu. Comment voulez-vous, dans un pays où nous avons autant d'ethnies, des tribus, aller dans la stigmatisation? Je suis content, je vis aujourd'hui que tous les élus de Lubumbashi ont été reçus par le président Bosso et qui vont aller sur place pour passer un message de paix. C'est extrêmement dangereux de vouloir jouer sur ces questions. On n'a pas besoin, les Congolais ne vont pas commencer à demander des visas pour traverser les provinces. Je vais quitter le Kasaï pour aller dans les Maniema, je dois prendre un visa, parce que non, c'est des questions qui sont dangereuses et j'espère que toutes les autorités vont s'élever contre cette question et j'espère que vous, les médias aussi, vous allez nous accompagner dans la campagne qui se fera, parce que vous dites ici que nous sommes en retard, les peuples à faim, le peuple veut manger, parce que les vrais débats autour de tout ça, c'est un débat de pauvreté parce que nous n'avons pas créé suffisamment d'emplois. Alors c'est très dangereux que des personnalités revêtues d'un mandat public tiennent des propos qui peuvent prêter à confusion. Et j'espère vivement que le parti auquel l'honorable Mounongo appartient ensemble, qui parle d'ensemble, ça veut dire que tous les Congolais doivent y être, va clairement se désolidariser, montrer que nous sommes tous dans un schéma d'unité. C'est pour ça que l'Union sacrée a été créée. Et lorsque vous regardez l'Union sacrée, nous avons le président Bemba, le président Katumbi, toutes ces personnalités, nous sommes réunis pour préserver l'unité du Congo. J'insiste et j'espère qu'avec les médias, on travaillera assidûment pour que ces discours ne soient pas distillés. Allez-y. Oui, non, juste un mot pour dire qu'effectivement, ce genre de propos, c'est les réactions des faibles. Les faibles, quand ils ont perdu tout argument et quand ils sont incapables d'analyser, eh bien, ils rentrent dans les caniveaux, eh bien, ils sont dans les injures, dans la diabolisation, dans la division, y compris la division ethnique, sans mesurer la gravité de ces propos et de ce que ça peut apporter. C'est peut-être parce que nous sommes dans un contexte de démocratie, acceptons-le, mais c'est extrêmement regrettable et même répréhensible. Et puis, il ne faut pas oublier que dans ce pays, nous sommes tous interdépendants, d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas oublier que le Katanga, dont elle se prévaut aujourd'hui, a été créé par les richesses de l'Équateur, les VA, les mains coupées de nos ancêtres de la Tchouapa.
Eh bien, c'est ça qui a généré des ressources pour investir dans les mines. Il ne faut pas oublier non plus que le Kasaï lui-même a donné énormément. Vous vous souvenez de l'effort de guerre de l'Amiba qui aujourd'hui ne se relève plus parce que l'Amiba a été saignée pour appuyer l'effort de guerre et soutenir le régime du président Laurent Désiré Kabila. Donc, c'est pour vous dire que c'est tellement complexe, nous sommes tellement unis, nos intérêts sont tellement enchevêtrés qu'il n'y a que des petits esprits pour tenir certains propos et c'est tout à fait dommage. Voilà, à propos de l'insurrection au camp Kokolo, je ne sais pas d'où cette rumeur vient, mais la volonté du gouvernement est claire. Il faut construire de nouvelles cités, il faut construire des nouveaux camps, mais on ne pourra jamais déloger les militaires et leurs familles qui habitent les camps tant qu'on ne leur a pas construit des nouveaux logements où ils doivent aller s'installer. Donc, je voudrais vraiment tordre la rumeur à ses coups. Rien ne s'effera sans qu'on ne prévoie d'abord un programme des relogements pour tous les camps qui seront concernés par ces programmes. On va prendre spécialement la dernière question en lingala. Ezala Moukousé pour nous permettre ministre à hydrocarbures, la ministre à finances, Malimbo Lamoukier, Makambo le Bamiawa. Fabrice, Opusana, Nekozul Opusana, question moko comme ça, Tossi Lissana Maele, Namalembe, pardon. Merci. Merci, Excellence. Motuna Nangai ezali na ntoma ya hydrocarbures. Bayi Congo démocratique balingi koyeba solo penza. Na mboka na bango babetaka tolo que bazali pays oyo esalaka pétrole nzokande toko vivre lifelo. Réponse nous kopesa na bayimboka na mbilinga koti na mambi matali pétrole. Est-ce que Congo démocratique ko sala ye pétrole te ete que la bayimboka motuna mibale ezali ba station oyo etondi na ville province ya Kinshasa. Soki moto ebimi lelo gouvernement côté les mélanges. Merci. Voilà, merci. Rapidement, 2 petits biscuits pour notre maître Didier et puis 2 petits biscuits question d'actualité pour notre porte-parole au gouvernement. Maître Didier Boudim, tant que vous avez jeune à deuxième République, vous aurez qu'à saucir. Les lots comment saucir et kenda wapi. Comment expliquer na Brazza, na Ouganda, na Angola, bah c'est la raffinage. Bisombo Kamakasi, raffinage et raté. Comment expliquer cela? Porte-parole au gouvernement, question d'actualité. Tout le monde ici, mobilisation. Léopard Faké de Coupe du Monde. Nicolas Kazadibimi Sambo, à l'alité. Mbogebima, Aboy Abibaka Angando Kité, Mbongangwa. Beaucoup de choses se sont dites pour une humiliation à Casablanca. Une grande partie des téléspectateurs Babina Sengayo, Bengela Bisso ministre sport, na briefing. Tu dois nous rendre compte. Toi qui m'as fétiché, il y avait quelqu'un qui devait gérer le fétiché, Marababa Jet, ministre comme 10 minutes après match. Il faut nous rendre des comptes parce que Zambongo, au Bateki Nicolas Gaza de pression et Bimambo à l'État. Bon et Bimi, on n'a pas eu le résultat. Batouabi Bengela Bisso ministre sport. De 2. Cédric Bakambu traité d'un escroc par un journaliste de la RTNC. Patrick Mouya Olobini. Yosa Moutoba polémique. Bon, Naroyanola Nasuka. Na pesina nous maloba na collègue Boudimbu pour Naroyanola na Makambo et Tali Pétrole et puis aussi ça na Bamotuno Yotuni na Makamba Sport. Nenge totoloba en fait to hérita situation moko tokuti 100% ya hydrocarbures ya mboka na biso les exploité na 4,5%. 95,5% ti lelo ezaka na samabele. Parce que pour na ko exploiter ngo esengaka mbongo ebele. Esengaka 1 million t 10 millions t broke na ko ya 150 millions pour na ko bimisa ba puis et ceux qui peut bokoti ma bendo ba bengaka na bokoti et bimité mbongo ke perte. D'où même ba voyage dans souvent pour na ko loka ba tulbanda ba poto ko travailler ngo. Quantité ya pétrole au tozanango tozana capacité à ko ba nous raffiner sur place té. Et puis qualité de pétrole na biso toujours raffiné pour tout consommer pour travailler na perte. D'où le mieux est to sombra libanda pour la consommation. Vous pouvez par exemple à Congo Brazzaville, ba produit Zaka, je pense que ba cause na raffinerie, mais naza ko informé que produit ya consommé na Congo Brazzaville et les kay pas na biso. Même na Centrafrique, ngani na signé ka ba ordre ba mikana nyonso pour produit pour na Congo Brazzaville bazo carburant malgré que ndingo bi baza ni comment dire ba produit belé et puis peut-être ba raffinaka. Donc réalité à monde dans les angwana
pour na ko régler ngo et l'autre ça ils ont lancé ba appel d'offres parce que na loi na biso na ko lamka na tongo te na ju bloc bona pesi songolo pour ko bimisa ou ko sa pétrole il faut lancer ba appel d'offres ba to ba koya o bazana ba moyen ba total ba eni ba to belo ba na moyen nde ba ko pona ba bloc ba bloc correspond à bango to ko attribuer bango ngo nde to signer bango ba benga CPP contrat de partage de production à partir ya ngo l'état ko zombo mo pe production ko bima na simana ngonde ce qui positionne les belés et permettre biso to ko ça la raffinerie par rapport à la question oyo ya ba station question ba station biso na niveau ministère hydrocarbures c'est vrai que to pe ça autorisation la commercialisation mais biso to pe ça autorisation de bâtir té d'où tous en ba discussion na ministère ya habitat pour te ba dans quelle mesure to ko réguler et le quoi parce que biso to pe sa autorisation je pense que avant on peut cette autorisation de bâtir une station il faut autant la place nous a situé mais entre temps en interne de travailler, il y a une équipe qui continue à travailler. La station est tellement ici comme Abé, tu peux renouveler l'autorisation à Bamoté. Brigade auto en place, Kalaming te kita et au Kangaba station. Mais Mikolo la station te dit que baolela là, baoye pas nabino, baofing nabiso ne baote fin dernièrement. Mais tu as la moussa nabiso. À un moment photo ça, tu as la ngo. La question pour n'associer, associer kala azaka normalement azaki censé pour na raffiner. Mais ceci à cause de là pour raffiner ni quantité ni na raffiner. Ceci a commandé plus logisticien, produit un navire ce qui est bateau associé des zones à bouée 14 bouée 16 et même en outil na tanker naé et stocké plus de wana et matin na bateau et qui na mata dina ango pour pomper via nini comment bien via CEP ou et qui dans les rescom pour ba camion les rescom et comme on a Kinshasa. Donc ceci est azali mais par rapport à la réalité il y a production na biso où ils a vraiment moké makasi musala o abanda nango ya ngwazo sala susté. Et je pense que ma réponse voilà. Moi, commentaire na lingala. Na première question ya sport wana. Eza question moko dans na mutuya. Ezo la qui sa problème na biso. Problème surtout quand ça surtout au bandika na dernière minute, il suffit qu'un bon ezala ko régler pas problème tout. OK, autant la féticheur, autant l'entraînement. Omoni. Donc ezo révéler pendant nature ya problème na biso. Ba victoire, ba succès amené ne ça la marana durée. Ça m'a un effort, la préparation. Il a été que la dernière minute, tout. Non. Mais quand il n'y a pas de bongo, en tout cas, il Ndeko Zulu yokana bisayo. Na habité ce Bolanda qui compte rendu à conseil ministre eleki. Mokonzamboka ye moko apesa ki matondo na ye na ba joueur. Parce que d'abord pour na kokoma na place wana. Ezaki exploite matato kita. Équipe autozai ko beta nango ezaki équipe marocaine, ezaki équipe pambala te. Ezabale. Ce n'est pas parce que tokenda ki tozaki na espoir. Poso potali pe babi ba tchaki ezaki ka babi morone timoa ata deuxième premier bi ba tchaki biso na Kinshasa. Donc globalement sur la phase de jeu, Léopard na biso ils n'ont pas démérité. Mais circonstance c'est ça que ndenge ba les ala qu'on a perdu. Il faut quand même que chaque fois ceux qui disent salami, il faut qu'on tire le son et puis on rebondit. Tu encourager Bango, ce sont des braves garçons, mais il est vrai que la leçon que l'on tire, et le président Aloba qui en a déjà, un rendez-vous en 2023, c'est le moment de commencer à se préparer. Voilà. Préparation. Et l'autre préparation est systématique à partir de Sikoyo. Et puis on a tout ça préparation dengue sengeli et que tu raté tu baka nzambe kaka mais surtout préparation il y a un retard ba moyen pour compenser préparation des messages voilà pour na kosuki ça personne qui soit dans les doigts refinga joueur pour nanini pourquoi refinga joueur parce que même les grosses équipes qui ont sûrement eu Kolekabiso, je ne suis pas sûr que Nicolas Kazadi a fait un mot au égyptien, mais les Égyptiens ont perdu, ou les Algériens qui ont perdu en Algérie devant le Cameroun. Il faut faire play au Senga na terrain, biso petoza nango libanda, et que pour chaque personne, oya bimisaki bamalo, il y aura des conséquences. Torotala. Message quand même, tous les observateurs, spécialistes, RDC. Et dans le potentiel que les Kabamboka presque non c'est Afrique dans le football. Et donc ils ont une organisation. Voilà en tout cas il bani. Potentiel toi nango ils ont l'icolo.
Voilà, on va terminer. On va terminer. Merci de votre participation. On espère que vous allez répercuter le message. Nous comptons beaucoup sur vous pour éviter les spéculateurs, pour être sûr que vous nous accompagnez. Si vous allez dans une station, balobi somba 5, 10 litres, kobanga te lobi zongo ko zape litre mususu. Et ça pour nous permettre de gérer crise oyo ezo na Ukraine. Ministre à sport, c'est sûr à Zolanda. Torobenga EPA briefing. Comme ça, aya eza redevabilité. Toro solo là, toro si la naté toro solo là. Poto bongisa. Merci beaucoup et bonne soirée.